ce que tu as pensé de ce film au travers de ces résistants qu'on a vus et dont le parcours a beaucoup de choses en commun avec le tien. Oui, c'est pas compliqué. Hein. On est en temps résistance naturellement, parce qu'on ne pouvait pas, après avoir vu arriver cette catastrophe, je l'ai vu arriver de mon plus jeune âge, donc je n'ai pas été surpris lorsque, après toutes ces, comment dirais-je, tous ces abandons par les Français et les Britanniques, on en est arrivé à cette Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu'il faut vraiment être aveugle pour pas penser qu'une Seconde Guerre mondiale allait se déclarer. On a eu déjà le discours d'Hitler que j'ai entendu à la radio. Tout le monde n'avait pas un poste de radio à l'époque. Ensuite, la rive gauche, le traité de Versailles qui est foulé aux pieds par M. Adolf Hitler. Ensuite, la réoccupation de la rive gauche du Rhin, sans que personne ne bouge. La guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, ils ont pu, comment dirais-je, essayer toutes les méthodes possibles et imaginables en cas d'une guerre. Donc ils ont surtout la Légion Condor, l'aide apportée également par les Italiens. La non-intervention, encore une intervention des Français et des Anglais, qui n'intervenaient, ils a raisonné que les bateaux qui venaient par exemple, les bateaux soviétiques en Méditerranée. Et moi, j'ai vu arriver tout ça, mais pas avec des espoirs, mais on pouvait, je vous dis, il fallait être aveugle pour pas voir ça. Et la crise des Sudètes, l'Anschluss, tous ces abandons, tout ça parce que ces puissances françaises et britanniques pensaient que Adolf Hitler allait commencer à régler son compte à l'URSS, puisque c'était son ennemi juré pour son espace vital. Seulement, ils ont tellement tergiversé, parce qu'il y avait quand même une mission franco-britannique qui était en URSS après la crise des Sudètes, où si Mussolini n'intervient pas en proposant ses bons offices, la guerre était pratiquement faite. Bon, il paraît que des généraux allemands avaient déjà envisagé de renverser Hitler s'il voulait se mettre en guerre. Eh bien, ils ont tellement tergiversé la mission franco-britannique pour un traité d'assistance mutuelle que les nazis les ont pris de vitesse. Hitler a signé un traité de non-régression pour 10 ans avec l'URSS. Il fallait vraiment être aveugle et con en plus, excusez-moi le mot, alors que dans Mein Kampf, Hitler disait bien que l'espace vital c'était vers l'Est, dont la Pologne, l'URSS et autres. Et ils ont été pris de vitesse parce que le 23 août 1939, les nazis ont signé un traité de non-agression avec le RSS pour 10 ans. Il fallait vraiment être fou pour croire que ça allait durer comme ça. Et vous connaissez la suite. L'agression contre la Pologne, qui une année d'avant pour les Sudètes était aux côtés des nazis. Il ne faut pas oublier qu'en 1934, avec les conseils des nazis en Pologne, le gouvernement polonais, avec le colonel Lelbeck, avait quand même construit à Bereza un camp de concentration réservé aux opposants du gouvernement de Pilsudski, du colonel Beck. Et donc, la guerre est arrivée, cette guerre d'Espagne. Si j'avais eu l'âge, je me serais engagé dans les brigades internationales. J'étais trop jeune. Et tu avais quel âge?
guerre d'Espagne, j'avais pas encore 14 ans. Donc, pas question d'aller là-bas. Et le 1er septembre, eh bien, j'ai dit à l'un des camarades d'école à l'époque, après les accords de Munich, l'année prochaine, ce sera la guerre, parce qu'il y avait toujours. Hitler disait que c'était sa dernière revendication, mais il y avait encore ce fameux corridor de Danzig. C'était la cause de ce conflit. Et donc la guerre est arrivée. J'ai essayé de m'engager. Quand j'ai eu 17 ans, mon père n'a pas voulu. Mon père avait fait la Première Guerre mondiale. Il n'a pas voulu. La drôle de guerre. Le 10 mai 1940, la défaite, la peine du général de Gaulle qui nous redonne un peu de tonus d'histoire, parce qu'on ne comprenait pas, nous les jeunes à l'époque, comment un pays comme la France avait été battu aussi vite. Et en 1942, comment dirais-je, donc il y a eu l'armistice et le non-respect des conditions d'armistice, puisqu'ils ont annexé en juillet 1940 l'Alsace et la Moselle. On leur avait donné déjà en 1871. Et puis cette guerre, alors, les puissances franco-britanniques, évidemment, se sont fait rouler dans la panade, parce que le 22 juin 1941, c'était un dimanche, l'armée allemande envahissait l'URSS, donc ce traité de non-agression n'avait servi à rien, tout le monde s'en doutait. Et puis en 1942, avec les pertes qu'il y avait sur le front russe, ils avaient besoin de mobiliser de nouvelles recrues pour aller les combattre. Et ils avaient besoin donc de les prendre ou dans les fermes, et surtout dans la métallurgie. Et là, ils ont le président Laval, le Gauleiter Sauckel se sont mis d'accord pour faire ce qu'on appelait la relève, qui consistait à envoyer dans toute la métallurgie de la zone occupée un contingent d'ouvriers majeurs, donc qui avaient 21 ans, pour aller remplacer les pertes qu'ils avaient sur le front russe. Donc, je n'avais pas encore 21 ans. Mon patron me demande si je voulais pas prendre la place d'un gars qui n'avait pas envie d'y aller. Il avait plus de 21 ans, j'ai refusé, évidemment. Et au mois de novembre, je suis rentré en zone libre, le 5 novembre. Le 11 novembre, après l'invasion de l'Afrique du Nord par les troupes anglo-américaines, l'Allemagne envahissait complètement la France. Et au début janvier 1943, j'étais convoqué, malgré que je n'avais pas 21 ans, pour aller travailler au service de la reine. Évidemment, j'étais en zone dite libre, je n'y allais pas. Donc, comme ces accords Laval-Sauckel n'avaient pas donné ce qu'il fallait, et bien c'est le gouvernement de Vichy qui a décidé, et ça c'est une tache noire sur notre pays, ils ne pourront jamais effacer. Ils ont mobilisé 3 classes, 40, 41, 42, et je me suis retrouvé à nouveau, alors donc j'étais convoqué pour partir à la relève, j'y suis pas allé, en 43, je veux dire, au mois de février, ils ont donc créé le STO, Service du Travail Obligatoire. J'ai été convoqué pour aller travailler en Allemagne au titre du STO, j'y suis pas allé non plus. Je suis devenu donc réfractaire à relève, réfractaire au STO. Et ensuite, je me fais un bref récit. Ensuite, au mois de novembre, je suis retourné en zone occupée, quoique toute la France était occupée, mais il y avait quand même il fallait avoir des papiers pour passer à la démarcation. J'avais une fausse carte d'identité. J'ai décidé
de trouver un mouvement de résistance. Vraiment, j'avais essayé avant, mais c'était pas facile de trouver ça. Il n'y avait pas de bureau de recrutement pour ça. Et un de mes camarades, dont le beau-frère était à la RATP, me dit, si tu veux, la RATP, c'était la TCRP à l'époque. Ça a été remplacé après la guerre par la RATP, transport en commun. Son beau-frère était dans les FTP, il me dit, si tu veux, je peux te faire rentrer dans les FTP. J'ai accepté. Celui qui m'a contacté à la porte d'Italie m'a dit, tu sais, si tu es arrêté, tu seras fusillé. Ben, il ne m'apprenait rien du tout. Moi, il y avait assez avec toutes les affiches, il y avait des affiches rouges un peu partout en zone occupée, avec la liste de tous les fusillés. Et donc, je suis rentré dans l'FTP le 31 janvier 1943, et le 31 décembre 1943, excusez-moi, et le 31 janvier 1944, j'étais arrêté par un petit commando de la brigade spéciale du commissaire David, le PS2, de la préfecture de police, remis aux Allemands le 3 février 1944, interné à Fresnes jusqu'au 7 juillet. J'ai vu combien ont été condamnés à mort, fusillés le 20 mai. Et le 7 juillet, on me sortait de ma cellule et avec un groupe de 60 autres résistants, j'étais embarqué à la gare de Lyon pour partir en Allemagne, au camp de Nanneville-Arschotov, avec le titre de Nachtruhe NN. Ça voulait dire qu'on était condamnés à mourir sans laisser de traces. Donc nos parents n'auraient jamais su ce qu'on était devenus. Le 4 septembre, devant l'avance des armées alliées, après la percée d'Avranches, ils évacuaient le camp sur Dachau. De Dachau, j'allais au camp d'Alac. Là, j'allais travailler dans une usine de la BMW qui fabriquait des moteurs d'avion à réaction, 12 heures de nuit ou 12 heures de jour. Le 22 janvier, je revenais au camp de Dachau comme déporté, comme NN, parce que je n'avais pas de contact avec les civils dans cette usine. J'ai attrapé une épidémie de typhus s'est déclarée dans notre bloc. J'ai attrapé le typhus, j'ai attrapé les résipèdes, j'étais arrivé au bout du rouleau, et aujourd'hui je suis là. Mais depuis, j'ai toujours raconté, je n'ai pas oublié ce qui m'est arrivé. Donc je passe dans les collèges, les lycées, les CM2, aussi dans le primaire. Et ben, que faire? Je n'étais pas un super résistant. Moi, je considère que chaque être humain qui a fait ce qu'il avait à faire, il l'a fait en toute en connaissance de cause, sans hésiter. Donc une résistante ou un résistant, on ne peut pas dire, toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, on a mis notre vie dans la balance de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est important, ça. On n'a pas hésité un seul instant. Et si je témoigne aujourd'hui, et si je continue à mon âge à témoigner, c'est pour que la jeunesse sache pourquoi on s'est battu. Et leur dire exactement ce qu'on pense de la situation actuelle, vers la catastrophe à laquelle je pense que l'on court, parce que c'est l'égoïsme qui s'est installé confortablement, l'argent, ou le dieu de la guerre, pour moi, c'est pas Mars, c'est l'argent le dieu de la guerre. Et on peut dire que la planète est comment dire, un peu comme en 14. En 14, tout le monde était prêt à faire la guerre. Là, ils sont prêts aussi, mais il y a trop de risques. Vous voyez, on a le virus. Le virus, lui, il frappe toute la planète. Et lui, il n'est pas ni de gauche ni de droite. Il tue tout ce qu'il peut, sans miséricorde. Et on voit encore en plus qu'il n'y a pas que ça. Il y a les inondations, il y a le changement de temps,
il y a ce volcan qui fait éruption, et personne ne peut arrêter. Ils ne pourront pas arrêter, ils sont en train de détruire la planète pour moi. Et ça va être très difficile pour les jeunes générations qui viennent. Et c'est quand même eux l'avenir de l'humanité. Alors je pense que, pour moi, il y a la musique qui est importante, mais pas la musique qui prêche la haine et autres, non. La musique, par exemple, en 1934, j'ai appris l'hymne à la joie de Beethoven. Vous voyez, à l'époque, Beethoven, c'était pas n'importe quoi. Et il rêvait, lui, de l'existence des peuples en paix. Et le sport. Le sport, c'est un moyen de rapprochement. Ben, je ne citerai pas le football parce qu'ils se battent comme des chiffonniers avec des salaires et que vous, dans toute votre vie, vous ne pourrez pas gagner ça. Non, moi, je prêche le golf. Je joue au golf, vous voyez, encore à mon âge. J'ai la voiturette quand même. Et le golf, il y a une balle qu'il faut mettre dans un trou. Mais c'est pas un sport violent. C'est un sport où on est tout seul avec sa balle. Et croyez-moi, c'est difficile de l'envoyer où on veut. Je peux vous en parler savamment. Mais c'est un sport reposant, c'est un sport qui peut rapprocher les gens. Il n'y a pas d'animosité. C'est ce que je ressens. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous voir ici. Ben, écoutez, je ne pourrais pas faire autrement. Mais j'ai encore d'autres rendez-vous dans les semaines qui suivent. Et cet après-midi, je me retrouve ici parmi vous. Ça aurait été bien si la salle était pleine. Mais au moins, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous avez écouté, vous avez regardé. Et maintenant, écoutez, je crois que je vous ai dit le plus gros de ma personne. Et je ne suis pas un héros. Non, je ne suis pas un héros, je suis un être humain qui aime ses semblables. Voilà. Vous avez raison de l'applaudir. Jean, je te poserais bien une question parce qu'on a notamment la chance d'avoir un compositeur dans la salle qui a travaillé avec Frania Verland, donc également déporté, et Fernand Deveau, qui était un résistant communiste qui faisait partie du convoi des 45 000 d'Auschwitz-Birkenau. Toi, tu étais à Natzweiler, tu l'as rappelé, et le chant de Natzweiler, le chant des déportés de Natzweiler, c'est la voix du rêve. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la voix du rêve, parce que tu l'as chanté beaucoup, et tu es un des rares à pouvoir la chanter. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce chant qui est malheureusement trop méconnu? Oui, c'est pas difficile. En 1944, fin 43, au début 44, il y a eu un convoi de déportés qui venait de Normandie. Et dans ce convoi, il y avait un dénommé Arthur Poitvin, qui enseignait la musique à Bayeux, je crois. Et il était aveugle, il était résistant, il était arrêté en même temps que son frère. Et au mois de janvier 1944, donc il était protégé dans le camp de Natzweiler parce qu'il était nuit et brouillard, lui aussi. Il était vraiment dans la nuit et brouillard 2 fois, lui. Et il a créé ce chant que vous avez entendu, le chant des marais. Le chant des marais, on peut dire que c'est ce qui se passait dans la journée dans déporté. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'on ferait travailler aussi des déportés la nuit, comme ça se passait dans certaines usines. Certainement comme Dora. Moi, je n'ai pas été à Dora, mais à la fabrique d'Alac, où une usine perfectionnée qui était toute neuve, avec tous les perfectionnements qu'on pouvait avoir à l'époque. Je travaillais 12 heures par jour sur une perceuse radiale. J'en avais jamais vu comme ça. Moi, j'étais métallurgiste, j'étais tourneur. On avait la chaleur tournante dans l'usine. Elle n'avait pas été créée pour nous, elle avait été créée pour tous les ouvriers qui avaient travaillé là-dedans. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvé un peu la vie, parce que j'aurais pu être dans un commando extérieur du camp d'Alac et travailler pareil, 12 heures de jour, 12 heures de nuit dehors. Là, j'étais au chaud.
mais parce qu'il fallait que les autres ouvriers qui étaient là, les travailleurs normaux, les STO, les volontaires, enfin tout ça, ils avaient droit à la chaleur. Mais nous, ils ne pouvaient pas nous empêcher d'avoir la chaleur également. Et donc, ce champ des marais, c'est ce qui pouvait se passer pour la journée d'un déporté. Et lui, Arthur Poidemin, il a créé ce chant. Pourquoi il l'a appelé La Voix du Rêve? C'est une chanson qui est valable pour n'importe quel camp de concentration sur le territoire allemand, ou partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont enfermés. Eh bien, c'est un peu ce que pensait chaque déporté le soir avant de s'endormir, à quoi on pensait à nos familles. Donc il a fait ce chant, La Voix du Rêve, et je l'ai entendu une fois, le 16 juillet 1944. On avait organisé, le dimanche après, organisé dans le bloc, c'était un bloc de Français, donc on n'avait pas de difficulté à se comprendre. En Allemagne, après, on s'est trouvé mélangé avec d'autres nationalités. C'était plus difficile à se faire comprendre. Surtout que moi, je ne parlais pas anglais ni allemand. Et donc, ce chant d'Arthur, je l'ai entendu et il est resté dans ma tête. Il est resté dans ma tête. Et quand je suis revenu, j'ai réussi à avoir les paroles du chant. Et puis un beau jour, je la chantais en tant qu'agent EDF. J'étais directeur d'une maison famille à Val d'Isère. On faisait des soirées cabaret. Donc je chantais le chant des marais, je chantais le chant des partisans. Et CCS, c'était quand même dirigé c'est une création de Marcel Paul, qui était un dirigeant syndicaliste. Et donc je chantais le chant des partisans. Et ensuite, en 1975, j'ai appris qu'il y avait une amicale de Nasveller-Struthof. Personne ne m'avait contacté. Donc je suis rentré dans l'amicale, et puis à une assemblée générale, je leur ai chanté La Voix du Rêve. Ils avaient bien festoyé pendant l'après-midi. Il y en a qu'un qui m'a remercié, c'était un Bob Shepard, qui s'occupait dans notre bloc, c'était un franco-anglais qui vivait à Nantes. Et qui m'a remercié d'avoir chanté ce chant. Et puis ensuite, donc, j'ai fait les sorties avec l'amicale de Nadveller. On faisait nos assemblées générales une fois par an, au mois de juin. Et quand j'étais à la retraite, eh bien, en cérémonie au mois de juin, je leur chantais La Voix du Rêve. Donc on allait à la Sablière où on était assassinés des Malgré-nous, qui avaient 17 Malgré-nous qui avaient refusé de servir dans l'armée allemande. On a assassiné des résistants qui n'ont jamais été homologués, enregistrés, et également des Luxembourgeois, quelques Français d'un commando, qui ont été fusillés au mois de mai 1944. Et puis un beau jour, on a créé le Centre européen du résistant déporté, et la directrice de ce centre européen, Valérie Drechner, m'a dit écoutez, Jean, vous ne pourriez pas, à la veillée au flambeau, chanter ce chant, La Voix du Rêve. Donc j'ai dit oui, et je chantais avec des enfants, des écoles de Roto, de Schermec, de Mutsi, un peu partout, tous les ans. Et donc, en tant qu'agent EDF, nous avons dans chaque région, nous avons donc j'arrive plus à parler, excusez-moi, mais par moments j'ai l'impression qu'Alzheimer frappe à la porte et j'ai du mal à l'empêcher. Donc on a des CMCAS, une action sociale. Mais c'est pas EDF, hein, c'est les offres sociales d'EDF. Et donc, alors, oui, alors donc
Il y a un copain qui me demande si je pouvais aller à Proyard, dans le Nord. S'il y a des Nordistes ici, ils doivent connaître. Et là, le président de cette CMCAS m'entend chanter La Voix du Rêve. Je l'y vais 2 fois, donc je leur explique évidemment mon parcours. Et puis un beau jour, il me dit, écoute, Jean, je voudrais faire un DVD sur la chanson La Voix du Rêve. Est-ce que tu es d'accord? Je lui dis, oui, je veux bien. Donc il a créé ce DVD, et ce DVD est sorti en 2019, début 2020. Et donc dedans, il est bien, il a été primé par l'Éducation nationale d'ailleurs. Et comment dirais-je, c'est compliqué sans être compliqué. Donc il a été primé par l'Éducation nationale. Et moi je n'avais rien demandé à personne. Et en 2019, je reçois une lettre de l'Éducation nationale me disant qu'exceptionnellement, pour service rendu à l'Éducation nationale, parce que je passais quand même dans les collèges et les lycées, et il y a même des collèges et des lycées qui m'ont demandé de chanter ce chant, et un jour ils m'ont convoqué, ils me l'ont chanté accompagné à la guitare. Et donc sur cette lettre, il me disait qu'exceptionnellement, il me décernait le titre de commandeur des palmes académiques, alors que j'avais rien demandé, vous voyez. C'était très important, ça. Et donc, ce DVD est sorti, il est en vente. J'en ai déjà distribué, moi j'en ai acheté déjà, on m'en a fait cadeau, là. Et je l'ai distribué un peu partout à ceux que ça intéressait, évidemment. Et voilà, et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le chanter, j'ai la voix complètement éraillée. C'est peut-être dû à ma jeunesse. Tu peux pas en faire juste un couplet, peut-être? Parce que tu es filmé, ça serait chouette. Oui, mais quand revient le moment du rêve, qu'un peu à peu le bloc entier s'endort, dans le soir qui s'achève, quand le vent de la nuit vient pleurer des miradors, parfois en notre main pelasse monte soudain un trouble sans pareil. C'est comme un gai refrain qui passe, c'est comme un rayon de soleil. Écoutez, c'est la voix du rêve qui revient chanter en nos cœurs une aurore se lève, présageant pour l'avenir des jours meilleurs. Mirador, barbelé, brimade, tout cela n'est qu'un souvenir sa mère. Chaque soir l'on s'éveille, bien loin de Nazaire. Oui, j'ai la voix vraiment éraillée. Et vous voyez, et je continue. Je me déplace quand, évidemment, je me déplace maintenant. Je me déplace parce que si on vient me chercher et si on m'emmène, parce que je marche pas vite, j'ai quand même eu, parce que j'ai des séquelles quand même. Vous savez, tous les déportés ont ramené ceux qui sont de la chance d'en revenir. Mais bien, je vous dis, je joue au golf. J'ai fait 2 infarctus en jouant au golf. On m'a fait 4 pontages en 2000 en me disant que j'en avais plus que pour 10 ans. Et on est en 2021. Je peux peut-être
je serais peut-être centenaire. Mais vous voyez, et je croyais être perdu pour le golf. Non, le cardiologue qui me suivait, il m'a dit, monsieur, non, vous pouvez continuer à jouer au golf. Donc, en 2018, j'ai fait encore un jour d'infarctus. Donc là, on m'a fait 4 on m'a passé un pacemaker. Et apparemment, il doit tenir jusqu'en 2023. Voilà. Oui, donc il ne faut jamais se désespérer. Mais quand même, je peux vous dire que c'est pas marrant d'être vieux, mais c'est quand même agréable parce que. Oui, mais c'est vrai que moi je veux bien, vous savez, j'ai la DMLA, je ne peux plus lire, mais je vous vois quand même, j'ai encore une piqûre. Je vais avoir une injection dans mon œil gauche, parce que l'œil droit, il est à peu près, il est hors d'usage aussi à cause de ça. Et ça s'appelait à l'époque la macula. Et là, je peux encore parler, mais donc je vais avoir une nouvelle injection dans mon œil gauche, mais c'est quand même agréable de pouvoir voir et surtout de pouvoir parler. Vous voyez, et ce qui me gêne le plus, c'est que je faisais partie d'une chorale et j'ai la voix éraillée, et ça c'est plus que gênant. Donc je redis, je dis à mon ophtalmo, je sais, vous savez, je veux bien que vous me fassiez des piqûres dans mon œil gauche encore une vingtaine d'années, ça prouverait que je suis encore en vie. Que le monde le peuple, après tout. Alors, Jean, je vais peut-être te poser une question, et puis il y en aura sûrement dans la salle. Par rapport au film, on voit, c'est évoqué notamment par Yvonne Abbas, la grève de 1938, il y a la guerre d'Espagne 1936-39. Comment toi-même tu t'es conscientisé politiquement dans cette période-là, en fait? Écoute, en 1936, au 14 juillet, on a défilé il y avait toute la ribambelle de Léon Blum, Maurice Thorez, enfin, tous les caïds de l'époque, de gauche. On a défilé de la Bastille à la Nation. Donc j'étais dans le cortège. Donc, je connaissais l'Internationale par cœur. J'étais dans une banlieue ouvrière, à Maison-Alfort. Mon père était métallurgiste aussi. Et quand il y a eu les accords de Munich, il y a eu une grève qui a été faite, je crois, au mois de, je ne sais pas, octobre ou novembre. Et j'ai participé à cette grève. J'ai pas été travailler l'après-midi, j'étais au cinéma avec deux autres copains. Lui, il avait de l'argent, le copain avait de l'argent. Nous avons payé notre place à la Porte Dorée. Et pour la première fois, j'ai vu Jean Gabin et Michel Morgan dans Quai des Brumes, voilà. C'est ce que je garde surtout. Et en plus, comme je n'avais pas de mots d'excuse, je me suis tapé les commissionnaires pendant une semaine. Donc, vous voyez, je suis commandeur d'épaves académiques, mais j'ai fait aussi l'école buissonnière. Hein, ça mène à tout, vous voyez. Voilà ce que je garde. Mais évidemment, c'est pour nous les jeunes, je ne sais pas comment réagissaient les autres, mais moi j'ai réagi à ma façon. Parce que je savais ce qui allait arriver. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Villeray? Profitez-en pendant qu'il est là. Personne n'a envie de... Et donc, Madame? Oui. Donc je voudrais juste remercier ce monsieur de venir, et puis tous ceux qui ont résisté, tout, parce que c'est grâce à eux, n'est-ce pas, que maintenant on est dans notre pays tranquille, même ceux qui ne savaient pas qu'il y avait cette projection, qui ne viennent pas, mais on y pense souvent, sans arrêt, des événements dans la vie, n'est-ce pas, de politique, qui nous rappellent de toute l'histoire de la France qu'on a traversée, et c'est grâce à tous ces gens, moi dans ma famille, mes grands-pères et mon père, ils ont fait la première, deuxième guerre aussi, à tout cela on pense, n'est-ce pas, et merci beaucoup pour votre courage, et tout de même si pas héros, quand même extraordinaire. Merci beaucoup, monsieur. Non, mais vous savez, c'est pas difficile. Franco
a eu aussi des volontaires françaises dans l'armée franquiste, on n'en parlait pas souvent. Vous savez, je regarde maintenant, depuis le virus, là, je regarde la chaîne 118, 119. Bon, et il passe des films qu'on ne nous a jamais vu. On apprend des choses, surtout ce premier conflit déjà, ce massacre. Quand on voit l'offensive de la Somme en 1916, où les Anglais sont sortis l'arme à la bretelle, après un terrible bombardement des lignes allemandes, où ils s'étaient prudemment remis en arrière, et quand les autres sont arrivés, le fusil en fleurs, disons, ils se sont fait massacrer littéralement. Et puis cette Seconde Guerre mondiale, où on a assassiné des centaines de milliers de jeunes parce qu'ils étaient juifs ou malades ou autres. C'est pour ça que parallèlement à ma carrière de gazier, j'ai aussi j'ai un peu rogné sur mon avenir au Gaz de France, parce que parallèlement, tous les ans, je m'occupais des centres de vacances de la CCAS pour nourrir ces jeunes enfants qui avaient connu l'occupation. Vous voyez ? Donc c'est important, la jeunesse. C'est quelque chose d'important. J'ai pratiquement passé la plus grande partie de ma vie, parallèlement, à m'occuper aussi des jeunes. Entraîneur de foot aussi. Et c'est important, la jeunesse. C'est elle l'avenir. Et je sais pas comment on va s'en sortir. Je vous remercie quand même. On n'a pas encore entendu le réalisateur. Peut-être, Jean-Philippe, tu veux dire un mot sur le film, sur les parallèles que tu peux faire entre les résistants qu'on voit dans le film, dont malheureusement il ne reste que Pierre Charret, les autres personnes sont décédées, et évidemment le parcours de Jean Villeray. Ah là, aujourd'hui, c'est Jean que j'ai envie d'entendre, mais je ferai un tout petit mot sur le film. J'ai fait le tournage en 2013. Malheureusement, le film commence avec ma grand-mère qui nous a quittés depuis, mais elle avait 100 ans. Et puis 3 des 4 résistants sont décédés, mais ils portaient ce film avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je suis allé chez eux, on a passé beaucoup de temps à discuter avant même de filmer, parce que certains ne pouvaient plus continuer à aller dans les collèges et lycées, ils voulaient absolument que cette activité-là continue. Donc moi j'ai pris l'initiative de faire ce film-là, d'aller voir la région, de demander un budget pour aller filmer. Tous ceux qui ont participé au tournage du film l'ont fait avec un budget réduit, parce que c'est des films comme ça, malheureusement, même si sur les chaînes Histoire ça passe encore, sur la chaîne Histoire on ne donne pas la liberté vraiment de choisir son sujet et ses intervenants. Les résistants que j'ai rencontrés, c'est des résistants qui étaient autour de chez moi. C'est important de savoir aussi qu'un peu partout en France, il reste encore la mémoire active de cette résistance. Et je suis allé les chercher sans demander l'autorisation au ministère. C'est vraiment spontané d'aller chercher la mémoire locale. Et je suis très content d'avoir pu faire le film jusqu'au bout, d'avoir trouvé des images d'archives qui ne sont pas évidentes à trouver pour retrouver des images d'actualité, mais aussi des certaines images qui sont retournées après, qui datent de 48-49, parce que des maquis, on n'avait pas de caméra dans les maquis, on ne pouvait pas documenter tout ça. Donc c'est la parole, souvenir des résistants, et des images un peu reconstituées, mais d'époque quand même, qui font le mix pour que, au final, le public, c'était pour la jeunesse, c'était vraiment pour s'adresser aux jeunes comme eux faisaient en allant tous les ans dans les collèges et les lycées. Et donc je suis content d'avoir fait ça, et Pierre Charret, qui est un des 4 résistants, est encore là parmi nous pour pousser. Il a promis de participer à des projections, mais dans le Nord, parce que je dis dans le Nord. Et je suis très honoré que Jean soit venu aujourd'hui. Et il y a beaucoup de parallèles forcément avec chaque histoire est particulière. C'est ça qui est important,
pour moi, de ne pas avoir une vision d'historien et de dire tout le monde a fait ça, ou ça a été un grand mouvement. Il y a beaucoup d'affect et beaucoup de raisons personnelles de s'engager. Et beaucoup m'ont dit que c'était naturel. Mais quand c'est naturel, il faut quand même avoir un état d'esprit qui prête à ça. Il faut être attentif et vigilant. Et je pense que ce que Jean disait est très important, c'est qu'il voyait venir la guerre. Il a vu venir à chaque étape, venir la guerre se rapprocher. Et ça a été naturel après d'entrer en résistance et de faire quelque chose. Et les autres témoignages, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est que pour eux c'était naturel. Mais je pense, c'est pour ça que j'ai questionné sur l'origine de leur engagement, parce qu'on ne se déclare pas résistant d'un coup. Il faut que ça soit une nécessité, parce qu'il y a un risque. Donc il faut bien prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui nous manque le plus de nos jours, c'est d'être au fait de l'actualité et de savoir ce qui nous indigne. Et c'était pas une mise en scène de repartir sur l'indignez-vous de Stéphane Hessel. Il était vraiment sur la table et ils ont réagi dessus. Et de se dire, si ça nous indigne, il faut faire quelque chose. Il faut passer à l'étape d'après. Ça ne veut pas dire prendre les armes, mais il y a des étapes intermédiaires. Comme dit Michel de France, eux, ils n'ont pas eu le temps, parce que ça arrivait d'un coup et ils auraient dû pouvoir débattre, pouvoir convaincre. Ben, ils n'avaient pas le temps. Il fallait réagir parce que des gens mouraient. Mais de vraiment savoir ce qui nous indigne et quelles sont les valeurs qu'on veut défendre. Parce qu'on voit les choses disparaître, on voit des attaques sur des valeurs, une pensée fondamentale de la France et qui disparaissent à grands pas. Donc avoir un témoignage comme celui de Jean qui nous explique bien comment il est arrivé à ces actes de résistance qui ne sont pas des actes d'héroïsme ni de... On ne se lance pas avec le fusil pour mourir au combat. C'est un acte raisonné, mais je pense interprété avec c'était une nécessité. Et c'est quand on commence à penser aux autres que ça vient. Et malheureusement, on en parlait ce matin, il y a beaucoup d'égoïsme. Bon, ça on le sait, c'est impensif, mais beaucoup d'égocentrisme dans la façon dont la société est construite maintenant. Et c'est important de les esprits. Donc les témoignages de Jean, des films. Le film dont Jean parlait tout à l'heure, sur la voie du rêve, s'intitule La Voie du rêve. Donc si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver le DVD, il le vend par correspondance. Avec l'association Mine de Rien qui est basée à Amiens. Oui. Donc il y a un site Internet, donc n'hésitez pas à y aller. Et donc lui aussi, M. Crépin a fait ça avec les moyens qu'il avait. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à le présenter au ministère de l'Éducation. Qui avait refusé, mais avec insistance, il a réussi à avoir les bonnes personnes, il a réussi à faire accepter le film comme un film pour participer à l'éducation dans les collèges et lycées. Et moi j'avais une question pour Jean par rapport aux parents, parce que je sais que c'est quand on est jeune adolescent ou jeune adulte et que ton père a fait la guerre de 14, il ne voulait pas que tu t'engages, il a dû essayer par tous les moyens de t'empêcher d'entrer en résistance, de résister. Non, il ne m'a pas empêché de résister. Parce que là, je m'engageais dans l'armée française. Alors que la résistance, je ne vais pas demander son avis. Oui. C'est important, ça. Oui. Et j'étais recruteur. J'avais déjà recruté 3 jeunes de mon quartier, qui n'ont pas été arrêtés. D'ailleurs, je me suis bien gardé de leur dire que j'avais recruté des jeunes, parce que mon compte était bon à ce moment-là. J'étais un des derniers du groupe à être arrêté. Et un mois de FTP, ça m'a permis d'avoir la chance, disons, d'être l'Artoun-Nebel. De toute façon, notre sort était fait d'avance, même pour ceux qui n'étaient pas dans mes brouillards. Si les nazis l'avaient emporté, personne ne serait venu raconter ce qui se passait dans les camps. Mais je voulais ajouter aussi que si nous passons dans les lycées, dans les collèges et dans les CM2, parce que je passe aussi dans les CM2, parce que ces jeunes, ils veulent savoir aussi. On passe, c'est peut-être un peu l'aventure d'un être humain, mais
si on n'avait pas eu ces professeurs, ces instituteurs, institutrices, qui s'intéressent en plus de leur travail, parce que ce n'est pas une obligation, on ne serait jamais passé dans les collèges. Ça devrait être dans le programme de l'éducation nationale de faire intervenir justement toutes ces femmes. On n'en parlera jamais assez. Si on n'avait pas eu autant de femmes dans la résistance française, je ne sais pas comment on aurait pu faire marcher tout ça. Elles ont rendu d'énormes services à la résistance et à leur pays, qu'elles soient de n'importe quelle nationalité. C'est très important et je garantis que ces jeunes, ils écoutent, ils veulent savoir. Il y a une jeune qui m'a demandé, ça doit faire 2 ans maintenant, elle m'a dit, monsieur de CM2, elle m'a dit, comment on devient résistant? On ne m'avait jamais posé la question, parce que pour moi c'était naturel. Mais il fallait quand même que je lui réponde. Et je lui dis, écoute, c'est pas compliqué. Ton père ou ta mère te demande de faire quelque chose, tu n'es pas d'accord, tu ne le fais pas, tu deviens résistante. Vous ne pouvez pas dire mieux. Et je dis aux jeunes, à ces jeunes, je leur dis, vous savez, dans les classes, l'univers, chaque habitant de la planète, c'est comme une pyramide. On est tous tributaires les uns des autres. On est tous tributaires. Alors vous, dans votre classe, il y a un premier, maintenant ça n'existe plus, mais il y a un premier, il y a un dernier. Ça ne veut pas dire que le dernier, c'est un âne. Il est moins bon. J'ai dit ça à un professeur de collège. Il m'a dit, vous allez me casser ma baraque. Il m'a dit, bah oui, parce que personne n'est mauvais. Moi, au golf, je joue, je ne suis pas un champion, il y a des bons, et moi, je suis moins bon que les autres, mais je ne suis pas mauvais. C'est valable pour tout le monde, ça. C'est moins. Disons, avant, on avait le bonnet d'âne, maintenant, il n'y a plus de bonnet d'âne, mais j'estime que cette pyramide, si elle commence à s'écrouler par la base, celui qui est en haut, le temps qu'il arrive en bas, il attend de réfléchir. Vous voyez, c'est important, ça. Eh bien, l'éducation nationale devrait justement s'occuper de ces DVD qui sortent et les mettre à la disposition des écoles. Des écoles, des collèges, des lycées. C'est pas dans les programmes. Eh oui, mais justement, c'est le rôle de nos députés. J'interviens toujours, surtout après la sortie de la loi du REM, il y en a déjà 3 qui sont décédés sur les 7 qui ont été comment dirais-je, interviewés. Et c'était pas tous des FTP. Il y avait de tout, de toutes les n'importe quelle appartenance religieuse ou politique. Il n'y avait pas d'âge précis. Pour s'engager dans l'armée française, il fallait avoir 17 ans, avant hier, mais la résistance, il n'y avait pas d'âge, on ne demandait pas quel âge on avait pour rentrer. Et j'ai des camarades qui ont fait leurs 17 ans en Landsberg. Oui, donc ils avaient commencé de bonne heure. On nous prête de rendre la salle. Donc on va arrêter là, mais on peut sûrement continuer dans le hall. On peut continuer dans le... On peut continuer dans le hall, et puis sachez que y a un ami, Alain, qui a fait une vidéo de l'interview, donc vous pourrez la retrouver notamment sur YouTube et sur le site de la FNDRP, donc merci à lui. Et il reste 11 séances du film dans cette salle, tous les jours à 13h, sauf le mardi. Donc parlez-en autour de vous, qu'il y ait un peu plus de monde. Et c'est la première fois où vous commencez de projeter à Paris ou ailleurs? C'est la première ici, oui. Ça fait 2 jours qu'on projette à Paris. Après, il y a des dates qui sont prévues dans d'autres régions, mais ça a commencé il y a 2 jours. Tu n'as pas essayé de le faire passer au Festival du film à Amiens? Parce que la Voix du Rêve s'est passée au Festival du film. Oui, parce que ils sont amiénois. Moi, ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions en cours. Ça commence à marcher. Et le film était sélectionné au César. Oui.
Le film a été sélectionné parce qu'il est sorti officiellement l'année dernière, mais comme il y a eu le confinement, il est resté que 2 jours. Et on avait eu déjà Jean par téléphone l'année dernière. Le passage dans cette salle-ci a permis d'être sélectionné au César. Après, il y a beaucoup de films, c'est difficile d'exister. Mais le bouche à oreille est très important. On lâche rien. Merci pour le film aussi. Merci beaucoup. Je suis désolé que ça s'arrête aussi abruptement, parce que sur un point aussi important que ça de la résistance, sur le fait qu'il n'y avait pas d'âge et pas de religion, on ne demandait pas d'où on venait, personne ne demandait... Oui, mais on a de la chance aujourd'hui d'avoir des professeurs et autres du monde de l'éducation nationale, sinon ça tombait dans l'oubli. Ah oui, 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 oui. Et puis aussi des élus municipaux, évidemment, qui s'en sont occupés également. Ah, vous voyez, quand on est vieux, c'est chiant. Hein. On est vivant, comme le Ah oui, bien pire. J'encourage pour tout. Oui, bah écoutez, Il faut jurer, faut jurer. il y a qu'à. Il y a qu'à. Il y a qu'à pour qu'on. Oui, vous faites. Eh bien oui, je connais pas mal de choses quand même. Si vous voulez rappeler, c'est bien. Oui, je suis moins bon que certains, mais je suis meilleur que d'autres. On a besoin de tout le monde. Remis dans ta sacoche. Ah oui, c'est gentil. C'est quand même une bonne mémoire. J'ai comme je dis, il faut toujours un dernier. Je n'ai pas quand j'étais avant-dernier. Julien je t'ai mis des invitations. Je vous souhaite de vivre aussi longtemps que moi déjà. Oui, exactement. Je crois pas que je vais pouvoir venir. Non, mais ça fait rien. Je t'en ai mis plusieurs. Tu peux en donner. Oui, tes bien copains. sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, je te file un canard. Merci. Je te ferai